Ok. Bien, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette réunion au premier rang, même deuxième rang, magnifique. Je vais me présenter, donc je suis Nicolas Declercq, je suis le fondateur de Namkin, que je vais vous présenter rapidement. Et donc on va parler d'expérience client, transformation de l'expérience client liée à l'industrie de 4.0. Et donc tous ces phénomènes qui nous amènent, nous, à traiter ce problème-là d'une certaine façon et d'y apporter des solutions. Et on vous présentera à la fin une solution qui permet de structurer son écosystème marketing donc en solution SaaS, boostée par des algorithmes d'IA. Voilà. On y va. N'hésitez pas à m'interrompre. On n'est pas beaucoup, donc à la rigueur, ça peut même être assez interactif. Si vous avez des questions, vous levez la main. Et puis, je veux bien y répondre en temps réel. Ça pose aucun problème. Alors, rapidement, donc Namkin, centre de compétences, de ressources et d'innovation en marketing industriel. Donc ça, c'est la société que je dirige, 35 personnes. On est vraiment dédié à la structure métier du marketing industriel qui nécessite une mutation à l'aune de l'industrie 4.0 et cette mutation, elle amène vers une structuration de ce qu'on appelle l'expérience client. Et l'expérience client en B2B, elle ne peut pas être la même qu'en B2C, donc ça nécessite une logique d'expert. On n'achète pas un paquet de lessive comme on achète une machine à plusieurs millions d'euros. Il y a beaucoup plus d'interlocuteurs, beaucoup plus de profils et puis beaucoup moins de clients, donc il faut avoir une approche beaucoup plus qualitative sur un cycle de vente qui va être beaucoup plus long. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette spécialité au sein de Namkin et la développer et en plus transformer ce métier parce que dans la décennie qui viennent, je vous apprends rien, on est en 4e révolution industrielle, donc il y a tout qui va changer, toute l'approche du travail, toute l'approche des métiers, toute l'approche de l'organisation et de la relation client-fournisseur. Donc c'est pour ça que chez Namkin, on a décidé de prendre ce besoin métier, de le transformer, d'avoir des liens avec des partenariats aussi avec des laboratoires de recherche. Voilà. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, on a notre stand qui est juste à côté et à 20 mètres. Donc vous pourrez les rencontrer, les différentes personnes de chez nous. Et donc pour les briques technologiques que nous, on structure et qui sont dans le répertoire de l'Alliance Industrie du Futur, donc ça fait partie des 60 briques technologiques de l'Alliance Industrie du Futur. Donc nous, on en traite uniquement 4. Et donc c'est vraiment tout ce qui a trait à la relation fournisseur, la gestion de la relation fournisseur et de l'expérience client, la business intelligence, la digitalisation de la relation client et surtout, le point de départ, souvent, c'est la mutation des modèles économiques et de la structure de la valeur de l'entreprise qui est vraiment un élément fondamental. Ce qu'on va discuter, j'aime pas trop parler de nous, donc je préfère qu'on parle de ce qui se passe en ce moment dans les entreprises industrielles, dans les secteurs d'activité. Donc c'est de ça qu'on va parler, d'essayer de trouver les concepts et de vous montrer un peu sur quoi nous on réfléchit pour essayer d'avancer sur ces structures-là. Alors une révolution industrielle, c'est un changement radical de paradigme qui part toujours d'une mutation technologique et qui va toujours aller jusque dans les ramifications des changements, des transformations métiers, transformation des organisations, transformation des métiers. Donc à chaque fois on part d'une brique techno de rupture, donc la machine à vapeur, il y a 300 ans, ou 200 et quelques années, le moteur à explosion, la microélectronique qui a amené la robotique dans les années 70. On voit encore plein d'éléments aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans ce salon, qui sont connectés à cette 3e révolution industrielle finalement, avec la robotique qui devient maintenant collaborative, mais on est dans cette logique aujourd'hui d'avoir des biens d'équipement qui sont robotisés, ce qui permet d'éviter Charlie Chaplin qui visse ou serre des boulons à la main. Tout ça a été remplacé par des robots. Et bien maintenant, la petite sœur, l'industrie 4.0, c'est la petite sœur de l'industrie 3.0. La 3e révolution industrielle, c'est la 4e révolution industrielle, c'est l'interconnectivité des systèmes. On arrive à faire parler toutes les machines entre elles à l'intérieur de l'usine. Alors au-delà et au point de départ de l'industrie 4.0, au-delà des gains de coûts ou d'efficience ou de ROI qu'on peut en avoir, c'est aussi un moteur et un générateur de nouveaux services pour les clients. Donc ça veut dire que les clients peuvent tirer profit de ça sur de la maintenance prédictive, sur du capteur connecté, sur de l'IoT. Et donc tout ça se package dans des services. C'est pour ça que de cette mutation technologique, on arrive à des niveaux de mutation qui vont toucher à la fois la valeur, donc la relation client et l'organisation qu'on va avoir dedans, et donc forcément les métiers qui vont avoir trait à la relation client. Tous les métiers sont en train de changer aujourd'hui dans l'entreprise. Je ne sais plus si ce n'est pas Randstad qui disait il y a 1 ou 2 ans que 75% des métiers de 2030 n'existent pas en B2B. Donc cette mutation technologique, c'est le numérique augmenté et l'interconnectivité des systèmes. Tout ça génère de la data. Donc cette data est exploitable, utilisable, intéressante.
Mais pourquoi faire? 1, gagner en interne de l'efficience. 2, créer de la valeur nouvelle chez les clients. Donc mutation de la valeur, mutation du modèle économique, mutation vers une société de service. On n'achète plus une voiture, on la loue. On n'achète plus une machine, on la loue. Rolls-Royce ne vend plus des moteurs d'avion, il les loue. Il loue un nombre de décollages-atterrissages, quand Michelin loue des décollages-atterrissages sur les pneus de trains d'atterrissage d'avion. Donc on est dans une logique où énormément de services deviennent valorisables et on va essayer de vous expliquer pourquoi. Tout ça amène forcément une nouvelle relation client qui change l'organisation, on y viendra tout à l'heure, et les métiers vont complètement changer, eux aussi, et on le verra aussi tout à l'heure. Donc d'un modèle productiviste, esprit fort de 2.0, 3.0, on vient vers tout ce qui va être économie de la connaissance. Finalement, c'est tout ce qu'on génère comme données, tout ce qu'on génère comme connaissances autour de tout ça, qui nous permet de développer une expertise qu'on peut vendre côté client. Ça, c'est la mutation de la valeur importante. Et cette relation, cette mutation amène des nouvelles relations. Avant, on était plutôt dans des structures de filières très ascendantes, descendantes, surtout descendantes, avec un donneur d'ordre très fort et des sous-traitants qui participaient à cette relation client. Là, maintenant, on va parler de filières en collaboration, partenariale, collaborative, etc. Écosystème. Et puis le marché de l'expérience client sur lequel nous on est, on voit que c'est quelque chose de très important. On ne voit pas le chiffre, parce que j'ai un petit problème d'écran. Mais donc, il y a une croissance de plus de 20% de la valeur tous les ans. Alors, on s'est amusé chez Namkin d'essayer de comprendre un peu ces phénomènes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe encore, pour essayer de... Alors, c'est toujours intéressant de regarder un peu le passé pour voir les tendances. Et quand on voit ces tendances, des fois, ça nous permet de voir un peu l'avenir aussi. Donc, finalement, les mouvements, qui sont parfois lents de transformation, sont ces mouvements-là, si on les accompagne et si on voit les tendances qu'ils prennent, on voit qu'il y a des changements qui vont être assez importants. Je vais essayer de vous expliquer ce graphique qui est un peu une frise, donc qui essaye, je suis désolé, il y a des petits morceaux, voilà, l'écran n'est pas dingue, mais enfin, mon problème d'ordinateur fait ça. Donc l'interne, l'externe, qu'est-ce qui se passe chez moi en tant que fournisseur, qu'est-ce qui se passe côté client? Le binôme marketing-vente, qui est toujours celui qui fait l'interface entre l'interne et l'externe, c'est lui qui est occupé de transférer la valeur qui est créée dans l'entreprise. Le bureau d'études crée une valeur de conception qu'on va produire en prod, donc dans l'usine, et ensuite on la vend, donc il faut la transférer côté externe, c'est-à-dire créer une demande, créer un besoin côté client. Et donc en dessous, on a le fournisseur, le type de relation qu'il va avoir, des outils et une structure de l'organisation de l'entreprise qui est capable de répondre à ça. Quand je vous disais qu'on est passé d'une structure de filière où on est donneur d'ordre, je ne sais pas, Valeo par exemple, sous-traitant automobile rang 1, voire 0, était parfaitement capable de dessiner sa glace de rétroviseur pour tous ces modèles de voitures. Et donc, il cherchait un exécutant capable de produire ça et d'amener la valeur que lui attendait, mais uniquement dans le côté production. La valeur ajoutée du fournisseur est donc d'être exécutant et de savoir produire ça, d'avoir les éléments de prod qui permettent de le faire. On est encore à l'époque du fax, voilà, il n'y a pas encore Internet, etc. Donc le vendeur et dans le binôme marketing-vente, le vendeur, c'est la rockstar. La rockstar de la relation client. C'est lui qui fait tout passe par lui. Ça va ? Tout passe par lui. Et donc, je dirais, ensuite, ça se cascade dans l'entreprise, dans une structure qui est très pyramidale, très ascendant-descendant, puisque finalement, ensuite, on va cascader ça dans le process interne de l'entreprise. Arrivent les années 2000, l'entrée dans l'Union européenne, l'évolution du système normatif, puisqu'on entre dans l'Union européenne, viennent toutes les normes EN, etc., qui doivent structurer l'entreprise. Le client est beaucoup plus exigeant par rapport au côté service. Donc, il devient vraiment manager de projet. Il va demander des services qui vont être beaucoup plus forts. C'est comme ça qu'en interne, en tant que fournisseur, on doit complètement maîtriser son outil de production et le rendre extrêmement, je dirais, puissant, rapide, flexible. Et c'est là où vous avez tous les services qualité qui sont mis en place, les services d'amélioration continue, etc., etc. Donc là, on est dans une mutation interne. Souvent, les entreprises ont changé de RP à cette période-là. C'est assez intéressant, les vagues qui peuvent exister. Et puis, pour notre relation marketing-vente versus client, enfin dans un objectif de relation client, on commence à avoir du multicontact. On commence à voir que justement ce modèle de qualité, de relation, de niveau de service, de supply chain va permettre à la fois avec les outils, finalement, aux vendeurs de perdre, entre guillemets, une partie de son pouvoir. Les gens peuvent se parler entre eux, on commence à interconnecter les logiciels,
Moi, à l'époque, je travaillais dans l'aéronautique. Airbus était interconnecté directement à notre système de supply chain via des EDI. Et donc, voilà, on voit que du coup, le commercial n'a plus ce rôle de passe-plat ou d'amener de l'information. Mais ça ne structure pas beaucoup le rôle du marketing encore. On commence à avoir des chefs de produits, mais c'est un peu après que ça commence à se structurer. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans la décennie suivante? Deux phénomènes majeurs. Le premier phénomène, c'est la crise des subprimes, qui amène une crise financière, économique, et dans l'industrie, ça a aussi été important. Et donc, dans ces moments-là, on se recentre sur son cœur d'activité, ce que je disais tout à l'heure, concevoir un produit, le fabriquer, le vendre. Tout le reste pouvait potentiellement être externalisable. Donc, cet acheteur et ce bureau d'études en interne, dans l'exemple que je vous donnais chez Valeo, qui dessinait une glace de rétroviseur, mais ils se sont dit ça n'a plus de valeur, on n'a pas à maîtriser ça n'a aucun intérêt, et donc, on va cascader ça chez le fournisseur. Et en plus, tout ce système normatif qu'on nous a imposé amène beaucoup plus de contraintes, CHSCT, qualité, normes, etc. Donc finalement, on va décrire un cahier des charges fonctionnel et ce sera le fournisseur qui sera capable de dessiner cette pièce-là. Donc on se retrouve avec une valeur finalement chez le fournisseur qui augmente avec un besoin de concevoir, intégrer, comprendre, interpréter ses besoins de fonctionnalité. Et ça, c'est un phénomène vraiment fondamental dans la mutation de la valeur. Si je devais faire sur ce graphe, je dirais le niveau d'expertise, il est très élevé côté client, il ne fait que descendre, quand côté fournisseur, il ne fait par de bas, et il ne fait que monter. Et le besoin en fait de valeur a toujours été très haut, très élevé, voire même croissant. Mais à l'intérieur, dans le jeu entre le client et le fournisseur, très important de se rendre compte qu'en tant que fournisseur, ça ne veut pas dire que vous avez le pouvoir, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces services sont valorisables. Ça veut dire que cette valeur ajoutée qui n'est plus chez le client, tous nos clients nous disent, par exemple dans les machines, dans les biens d'équipement, ils nous disent que les cahiers des charges, ils font 100 pages, il y a 10 pages sur la machine à fabriquer, il y a 90 pages de respect des normes, d'hygiène, de sécurité, de flexibilité, etc., de contraintes documentaires. Et donc, il y a zéro valeur finalement, si ce n'est des enjeux vraiment, entre guillemets, administratifs et hygiène, sécurité. Et c'est là où ça commence à bouger aussi avec le deuxième phénomène qui vient transformer la relation client-fournisseur, courant des années 2010. Donc c'est tout ce qui va être montée en puissance du numérique. On sort de cette crise économique avec la montée en puissance du digital, du web. Donc il faut avoir une présence sur les sites web. Et donc finalement, ça fait reculer un peu la place du vendeur dans sa relation client. Donc la montée en puissance du digital va créer un changement assez important, beaucoup de mobilité et donc l'organisation de l'entreprise qui s'adapte à ça. C'est l'époque où vous avez les business units qui se créent. Je ne sais pas si certains ont connu. Business unit, je m'adresse un peu à vous avec de l'expérience. Donc ces business units, moi j'ai connu, on réunit au sein de la même unité des experts métiers et on y colle le mot client. C'est très drôle d'ailleurs. Et donc vous avez le service client, la supply chain client, la qualité client, le support technique client, le marketing client et le BE qui vient pour concevoir les pièces. Et c'est là où on voit qu'il y a une vraie mutation de la valeur. On devait être beaucoup plus proche du client, se rapprocher du client parce qu'il y avait besoin de créer cette valeur ajoutée. Ça va ? Donc on sent que ça commence à bouger sur ce binôme marketing-vente où le vendeur recule, est beaucoup moins passe-plat, doit créer de la valeur ajoutée et dans les prémices de co-conception à l'intérieur de sa propre entreprise, préconception avec le client, et où le digital prend une place. J'ai plus de micro. Si, c'est bon. Merci. Belle réactivité. Et donc le marketing, lui, va vraiment structurer sa valeur aussi en tant que chef de produit, chef de marché, etc. On arrive donc à ce que j'appelle moi d'une organisation en flat contact, c'est-à-dire on a aligné complètement son organisation à celle du client, avec en plus souvent une expertise marché. Donc là, on commence à être dans des objectifs de personnalisation pour être capable de travailler ces fonctionnalités-là. Alors je ne vous ai pas fait de surprise, des fois je le fais, je cache la dernière partie. Donc la dernière partie, elle est dans la continuité de ces éléments-là, mais elle structure des mutations très importantes. Le phénomène qui vient changer sur la décennie qui vient, toute l'organisation, toute cette relation client-fournisseur, c'est évidemment l'industrie 4.0. Vous avez compris, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que, vous avez bien vu ces courbes de tendance qui sont en train de s'inverser, qui sont en train de, sur la valeur, qui sont en train de monter côté fournisseur. Finalement, on va vers ce modèle économique de l'usage, où finalement le client, il attend juste qu'on solutionne ses problèmes.
Donc nous, en tant que fournisseur, on devient solutionneur. C'est-à-dire on pense complètement des packages intégrés de services qui sont mis à disposition des clients. Sur des sociétés, par exemple, de biens d'équipement, on en revient à racheter ou louer des machines, créer de la modularité dedans. Et par exemple, quand on vend cette machine ou quand on loue cette machine à une société qui découpe des parts de fromage pour la raclette, vous doutez bien qu'il y a une saisonnalité. Donc ils vont produire énormément pendant 3 mois, on va dire de novembre à février, pendant 4 mois. Et le reste du temps, on va changer le module de découpe. Il ne s'occupera plus de découper du fromage, il va découper des parts de tarte aux framboises. Et donc la machine est récupérée par le fabricant, est revendue ou relouée à une autre société qui va être capable, elle, de faire éventuellement ses parts de tarte. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais la valeur ajoutée aujourd'hui fait que chez le fournisseur, si on centre bien sur l'usage, sur le besoin, sur les métiers, une expertise métier, finalement on devient solutionneur de problèmes. Et il y a énormément de modèles économiques qui peuvent se mettre en place comme ça, ou en tout cas la structure de la valeur doit être repensée. Pour notre binôme marketing-vente, qu'est-ce que ça implique? Alors je vais vous donner un autre exemple, ça pourrait être par exemple des réflexions qui existent sur le marché des tondeuses de talus d'autoroute. Vous avez tous pris l'autoroute, vous avez tous vu ces tracteurs un peu, avec des systèmes de découpe penchés. Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui d'une société qui gère des autoroutes? D'acheter, d'embaucher du personnel, d'acheter ses équipements, d'embaucher du personnel, de gérer un calendrier, d'avoir des hangars pour stocker tout ça, d'avoir des pièces détachées, d'avoir des maintenances, des personnes qui gèrent la maintenance, l'entretien. C'est pas du tout leur métier. Par contre, le fabricant, lui, c'est son métier de gérer ça. Donc s'il ajoute des services, en fait, il est capable de gérer ce parc machine complètement, de centraliser des mainteneurs, de centraliser des agendas, des plannings. Par contre, pour pouvoir opérer ce nouveau service, qui au passage peut se gérer avec un système d'abonnement, il a besoin d'être interconnecté avec son client. Il a besoin d'être complètement en phase avec lui, de comprendre quels sont ses plannings de réfection de tronçons d'autoroute ou de ponts, de savoir quand est-ce qu'il y a des problèmes à X endroits, d'être en plus peut-être connecté à la météo, donc à une donnée externe, et tout ça crée un écosystème. Donc on est dans cette logique de territoire commun, collaboratif, parce que la data qu'on va générer, parce que les éléments issus de l'industrie 4.0 viennent permettre de faire ça. On ne pouvait pas le faire il y a 30 ans. Là, maintenant, on peut le faire. Et donc, on vient chercher un service, une offre servicielle, qu'on package en fonction de son niveau de besoin et d'un niveau de prix. Et on s'occupe presque de plus rien, théoriquement. Toute la valeur, elle est chez le fournisseur. Donc n'hésitez pas à vraiment réfléchir cette partie-là. C'est un point de départ fondamental des 10, 15, 20 prochaines années. Et toutes les entreprises industrielles devront à un moment se poser cette question-là, obligatoirement, même si on n'aime pas le changement. Et donc, ça implique un changement aussi dans la relation client, qui est très important, et donc dans les métiers. Donc, le métier du marketing et des ventes vont complètement s'inverser. Marketing va être celui qui génère la partie expérience client, quand le vendeur va être beaucoup plus en valeur ajoutée de personnalisation côté client. Alors, une expérience client, c'est quoi? C'est des moments que vit le client en collaboration. Un moment de découverte, un moment d'engagement, un moment de conversion, un moment de fidélisation. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut durer des mois et des mois. Et puis je vais même vous dire, cette flèche-là, elle peut durer dans le temps infiniment, indéfiniment, avec des boucles de réengagement. Si on est content, on renouvelle son abonnement. Si on a le niveau de service qui va bien, en tant que consommateur, vous l'avez déjà. Si en plus, au niveau industriel, on arrive à l'avoir, théoriquement, il y a des boucles de réengagement. Vous lancez un nouveau produit, vous allez vouloir réengager vos clients existants. Donc tout ça participe à ces changements. Et là, donc, on était dans le mode 3.0, avec ces structures ascendantes, descendantes, et où finalement, on faisait subir à son client son propre process interne, qu'on avait mis dans les années 2000, puisqu'on nous avait demandé dans le service qualité de bien structurer tous les process de l'entreprise. Et donc, on faisait subir ça à son client, de manière, je dirais, autonome et sans différenciation. L'expérience client 4.0, ça va plus ressembler à ça. Cette structure horizontale complètement tournée vers le client, vers cette logique partenariale, et avec une hybridation de tous ces points de contact qui peuvent exister à différents moments. Il reste évidemment des contacts physiques, le salon en est un, par exemple, la rencontre, les visios, etc. Mais vous avez aussi des points de contact qui sont digitaux, et des objets digitaux qui viennent jalonner le parcours de votre client en permanence. Donc c'est important de comprendre ce multicanal,
de comprendre ce qui se passe online, offline. Et puis tout ça n'est plus dans la tête d'un seul bonhomme qui gérait tout, le commercial. Il est géré par une multitude de personnes dans l'entreprise. Et en plus, c'est source de données. Ce qui se passe sur votre site web, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde le regarde. Les webmasters le regardent, les marketeurs digitaux le regardent, digitaux. Ce qui se passe sur votre extranet client, si vous mettez une plateforme de service où vous pouvez justement acheter ces spare parts, où on peut vous recommander de la maintenance prédictive, c'est dans votre extranet client que ça se passe. La data va être intéressante. On se connecte avec des comptes. Donc on sait qui vient, on sait qui consomme quoi. Donc tout ça, c'est de la data. Et ça vient en parallèle de points de contact digitaux. La société de biens d'équipement que je vous citais tout à l'heure, peu importe laquelle d'ailleurs, quand on cartographie son expérience client, il y a 40 points de contact possibles dans l'entreprise. C'est énorme. Si à chaque point de contact, la valeur n'est pas délivrée, si on n'enrichit pas son besoin, si on ne le fait pas passer d'un état à un autre, si votre site web ne lui plaît pas, il ne passe pas d'un état de découverte à un état d'engagement. Si quand il rencontre dans le salon, il voit un commercial qui ne parle pas du tout le même langage que ce qu'il a vu en digital, vous ne passerez pas en état de conversion. Donc tous ces moments-là, en fait, sont fondamentaux, clés, pour être capable de faire de la rétention. Et si on gagne rien que 1 point de rétention, 1%, point de contact par point de contact, bah à la fin, sur ces 40 points, finalement, ça fait énormément de prise de commande, énormément de fidélisation. Donc ces moments-là deviennent très importants à structurer. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça est générateur de data. Avec la digitalisation, il y a énormément de data en interne dans l'entreprise, des PIM, des CRM, des ERP, des DAM, peu importe, des outils de marketing automation, peu importe. Il y a de la data à l'externe, tout le monde fait de la veille, tout le monde suit les réseaux sociaux, tout le monde est connecté à des sites web, tout le monde suit ce qui se passe, lit des articles. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est indispensable. Donc cette data externe, elle devient aussi très importante. Et tout ça crée un écosystème où finalement la data, la connaissance, est extrêmement importante pour tous ceux qui portent tous ces points de contact. Et ce n'est plus un seul bonhomme qui gère ça. C'est des dizaines de personnes différentes qui vont traverser la vie du client individuellement. Et donc le flux de données, le flux n'est plus descendant-ascendant, il est vraiment dans cette logique horizontale avec en plus de la captation de données à chaque moment. Donc si je résume, avant on était dans une expérience client vécue plutôt en physique, portée par un commercial, déterminée par le process interne, donc très self-centrique, plutôt uniforme client par client, et avec une information qui était centralisée humainement. Et on est passé à une expérience client omnicanal et digitalisée en partie, portée par une multitude de personnes qui portent ces fameux points de contact, même s'il n'y en a que 20, je vous ai cité un exemple à 40, on en a déjà vu plus, mais ça peut être moins, peu importe. Déterminé par le besoin du client, ça c'est fondamental. C'est lui qui décide. On ne traite pas Airbus de la même façon qu'on va traiter la start-up du médical. C'est pas du tout le même process, c'est pas les mêmes personas, c'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas les mêmes temps, c'est pas les mêmes besoins de valeur ajoutée. Donc il faut être capable de mettre cette personnalisation. Si vous faites subir votre process interne à ces deux structures-là, il y en a une des deux qui ne va pas être contente, c'est sûr. Donc personnaliser suivant leurs attentes, donc il faut une vraie réflexion. Et là, c'est un travail de marketeur de poser ces structures d'expérience client différenciées. Et donc avec une information qui doit être capitalisée et diffusée, actionnable par les différents interlocuteurs. Des études sur l'expérience client qui vous disent que, en tant que fournisseur, on a l'impression de faire vivre une expérience formidable à ses clients à 80%, quand seulement 8% des clients sont d'accord avec ça. Donc on voit bien qu'on est sur un métier qui est tout neuf, qui en plus fait du buzzword terrible depuis 2 ans, ce qui est une catastrophe, parce que tout devient de l'expérience client. Mais à l'époque des Gaulois, l'expérience client, ça existait aussi. Ça se passait au marché. Mais dès qu'il y a un acte commercial, il y a une expérience. Donc, ce métier-là nécessite d'être réinventé. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que l'attente, le niveau d'attente d'un client est bien supérieur à ce que pense fournir un fournisseur. Ça, c'est important. Et l'écart, il est monstrueux. Et quand en plus, quand vous regardez le chiffre d'après, où 50% des clients sont prêts à changer s'ils ont un point de contact négatif, bah vous dites que finalement, bien travailler tous ces points de contact devient quand même extrêmement important. C'est un chiffre B2B. C'est des études très sérieuses qui fournissent tout ça. Le Hub Institute, en l'occurrence. Donc on voit bien que cet écart-là, associé à ça, ça crée une fluctuation du parcours des clients qui est monstrueuse. Voilà, bref. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est KPMG. Donc les différents moments, hein, on parlait tout à l'heure, hein,
engagement, découverte, engagement, conversion, fidélisation. C'est vraiment le défi des industriels et le client, il a besoin de confort, de confiance et d'exclusivité. Il a besoin de ressentir ça. C'est les 3 mots-clés de l'expérience client dans le B2B et en plus sur des cycles qui vont être longs. Donc ça veut dire qu'il faut tenir la cadence. On n'est pas sur un acte d'achat impulsif comme quand moi j'achète un paquet de lessive. Ça dure 10 secondes. Là, on est sur 8, 9, 10 mois. Même si des fois c'est 1 mois, ça reste très long comme processus. Et donc, il faut bien penser ces éléments d'expérience client. Quel bénéfice on a à passer à ça? Ça permet plus de différenciation, ça permet de renforcer sa marque, ça permet de personnaliser son offre, d'apporter plus de valeur à chacun des clients, individuellement, de mettre un process en place autour de ça, de diffuser de la connaissance et d'apporter de l'efficience aux équipes. Très important. C'est eux qui portent les points de contact. De fidéliser ses clients et de les réengager. De digitaliser une partie avec un bon niveau d'équilibre. Je ne suis pas du tout un pro 100% digital, ça j'y crois pas, surtout dans l'industrie. Mais par contre, il faut être quand même conscient que tout ne se passe pas juste humainement. Il y a énormément de choses en digital qu'il faut être capable de faire et que les deux doivent travailler ensemble. Et donc transformer son organisation également pour être capable de gérer ces mutations marché qui vont très très vite. Et donc finalement, pour transformer cette expérience client, donc on revoit tous ces moments, voir tout ce que vit ce client-là, on est sur des briques technologiques que je vous citais tout à l'heure. Digitalisation de la relation client, on met en place un territoire d'échange qui est hybride, qui est porté par une multitude de personnes et de services différents dans l'entreprise. De la communication, marketing, sales, projet, pré-projet, SAV, maintenance. Vous voyez, je vous ai déjà cité 6 ou 7. C'est quasiment des services qui ne se parlent jamais dans les entreprises. Ce qui est dingue en fait. C'est une erreur énorme. Quand on se met à la place du client, il va passer par toutes ces personnes-là. Et en fait, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas d'information qui est... Et en fait, chacun se débrouille avec sa propre expertise métier. Ça aussi, c'est super important. Comment on crée une valeur ajoutée dans tous ces moments-là, quand en fait, on ne la partage jamais, cette valeur ajoutée. Ou on ne partage jamais les données d'expérience client et de marketing. Donc, voilà. Ça implique des nouvelles organisations beaucoup plus horizontales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, cette structuration de la valeur, qui est quand même clé. Et comment on fait, case par case, typologie de client par typologie de client, pour être capable de produire cette nouvelle structure de valeur. Il n'achète plus un produit, il achète un usage. Qu'est-ce que je lui mets comme usage? Quel est le besoin de cette startup du médical versus Airbus? Est-ce que ça ne change pas même, quand on parle de la valeur, à un moment on parle d'argent aussi? Est-ce que ça ne change pas la façon de voir le côté économique? Pourquoi ce ne serait pas Airbus qui paierait le plus cher? C'est eux qui sont le plus exigeants. C'est eux qui demandent un service qualité top niveau. C'est eux qui demandent 50 ppm de niveau de qualité. C'est eux qui veulent être livrés en 5 jours. Ce n'est pas la startup du médical. C'est l'effet volume uniquement qui permet ça, les contrats à long terme. Demain, dans une économie servicielle, on peut, moi je le questionne, pourquoi ce ne serait pas eux qui paieraient le plus cher? L'effet volume, c'est une logique très productiviste. Demain, on veut de la flexibilité. On peut questionner. Je fais exprès de pousser le bouchon, hein, c'est pas prêt encore, mais voilà. Donc on repense cette structure, ces canaux d'acquisition, la valeur qu'on peut déployer, et on la restructure. Moi, on m'a formé à faire des matrices produits-marché. Il y a 20 ans, j'ai fait une école de marketing industriel. Matrice produit-marché. Je ne fais pas de la personnalisation. J'ai juste été capable de structurer mon offre à peu près sur 5-6 marchés différents. Demain, il faut créer des variables beaucoup plus importantes. La start-up du médical et Airbus, c'est des typologies d'entreprises différentes, c'est des pools d'achat différents, c'est des personas différents, c'est peut-être des zones géographiques différentes, c'est peut-être des applicatifs différents. Donc il faut que je sois capable de gérer toutes ces variables. J'en gérais qu'une avant, en tant que marketeur. Ce qui est cool, c'est que l'informatique, l'intelligence artificielle, le machine learning nous permet d'aller chercher toutes ces structures en base de données, etc. Donc, on a des moyens de faire de la business intelligence de manière très importante pour structurer une connaissance métier, une connaissance business, une connaissance marketing qui est utile pour tous ces utilisateurs, qui est utile pour tous ces porteurs de points de contact qui veulent que le client il oscille uniquement entre ces deux types de notation. Et si je le matérialise, ça veut dire qu'en fait, on crée des matrices avec énormément de cases. Et les cases, en fait, là, c'est ma matrice, c'est ma variable marché, ma variable zone géographique et ma variable taille d'entreprise. Ma startup du médical, elle est là. Airbus est là. Donc les besoins ne sont pas les mêmes. Il faut être capable de le gérer. Puis Airbus, il est regroupé avec Safran et toute la tranche qui correspond à l'aéronautique. Donc on va être capable d'adresser des messages suivant des entrées, etc. Mais donc on est capable de caractériser aussi avec ces moyens chacune des typologies de sociétés
et essayer de comprendre quelle va être leur attente, quel parcours je vais leur faire vivre, quel est le besoin de valeur ajoutée que j'ai besoin de produire à chaque moment, etc., etc. Donc ça, l'IA aujourd'hui nous permet de le faire, les plateformes SaaS nous permettent de le faire, et donc on peut enrichir cette connaissance marketing, cette compréhension d'un écosystème marketing à tous ces collaborateurs qui à un moment œuvrent à la relation client. Et on l'a testé, par exemple, sur certaines sociétés, des PME industrielles. Donc on voit les besoins de valeur qu'ils doivent créer à différents moments. On doit préparer une visite à un prospect, donc on est dans un temps de découverte. Créer des contenus pour les réseaux sociaux ou un article sur un site web, ou faire une vidéo, peu importe ce que c'est. On veut générer du lead. Créer des campagnes SEO, faire de la veille concurrentielle. Là, on arrive dans des temps d'engagement, préparer des visites clients, appeler de nouveaux prospects, faire du suivi, faire de la veille concurrentielle, lancer des nouveaux services, lancer des nouveaux produits. Diffuser du contenu personnalisé, renouveler des contrats, personnalisation de rendez-vous. On a besoin, dans ces temps-là de conversion, finalement, d'alimenter ses clients. Et puis enfin, quand on veut fidéliser, il ne faut pas oublier ses clients. Ce n'est pas parce qu'ils ont passé une commande qu'il faut arrêter de les nourrir d'éléments. Donc on continue à faire de la veille, on essaye d'organiser des événements pour les réengager. On fait du suivi, on essaye de regarder ce qu'ils font, comprendre quelle est leur activité, anticiper le besoin. On est devenu solutionneur. On ne va pas attendre qu'on nous appelle. Ce n'est pas parce que le client a déjà été client une fois qu'il va revenir. Il est sursollicité de messages, le client. Donc il peut vous mettre en challenge en permanence. Donc il faut qu'il y ait ce suivi qui soit fait. Qu'est-ce que ça amène aux collaborateurs? De l'alignement des connaissances, de la proactivité dans le discours. On est capable, sur tous ces éléments, de valeur, de création de valeur, quel que soit le point de contact, d'avoir une proactivité, une adaptation, une cohérence, j'ai envie de dire aussi, multi-parcours. Et adapter son offre de valeur. Pour les clients, ça leur permet d'avoir nos fameux 3 points clés, du confort. On a compris qui j'étais, on a anticipé mes besoins, on suit ce qui se passe, donc j'ai quelque part un répondant aussi. De la confiance, parce qu'en fait, ils se sentent suivis, ils se sentent accompagnés, ils sentent qu'on essaye de mettre le bon niveau de besoin. Et de la personnalisation, parce que finalement, Airbus, j'ai bien compris leurs contraintes, la start-up du médical aussi, et puis la PME de la robotique, je suis en train de l'étudier et on a envie d'aller sur ce marché-là, de pénétrer ce nouveau marché. Et donc, on réétudie cette case-là. Tout ça crée des complexités. Qu'est-ce qui est painful aujourd'hui? La vision de l'écosystème, c'est complexe, ça bouge, c'est la crise économique, Covid, énergie. Donc ça bouge très très vite. Si on devait faire une étude marketing aujourd'hui, on est expert de ça, et qu'on met 6 mois à la faire, les conclusions qu'on rendrait dans 6 mois seraient complètement obsolètes par rapport au début de l'étude. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, ça. Donc il faut être beaucoup plus dans une logique de temps réel. Et cette complexité, elle se gère aussi en temps réel. C'est-à-dire que c'est très dynamique. L'expérience client, c'est aussi des points de contact qui sont portés au jour le jour. Donc en fait, on est dans de l'activité qui est très dynamique et finalement, on a besoin d'une réactivité très forte. Côté client, on a un manque de personnalisation des parcours et des services et une multiplicité de points de contact. Ça, c'est une vraie complexité à gérer. Le management du changement est énorme. Les concurrents, ils sont suivis, mais pas en temps réel, pas toujours et pas par tout le monde. Donc quand est-ce qu'on a, je dirais, une veille augmentée qui va pouvoir être collaborative, structurée, utile à tout le monde? Et enfin, les collaborateurs, ils ont besoin, d'enrichissement de leurs connaissances, que toutes ces données marketing soient de nouveau exploitées, elles ne le sont pas aujourd'hui, et puis que finalement, on ne fragmente pas l'information, qu'elle ne soit pas dans la tête de une ou deux personnes dans l'entreprise, au contraire, qu'elle soit mise à leur disposition pour être capable de la comprendre et de la rediffuser. Voilà un peu les pains qui peuvent exister. Donc c'est pour ça que chez Namkin, par exemple, on a créé une solution SaaS que je vais vous montrer dans 2 minutes, qui collecte, qui centralise, qui enrichit et qui crée des pré-analyses et de la détection de tendances. Donc c'est la première plateforme digitale de structuration d'un écosystème marketing à destination de tous les porteurs de l'expérience client en B2B. On fait de l'IA, ce qu'on appelle, on hybride deux typologies d'IA, enfin deux courants d'IA, donc l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Évidemment, on respecte tout ce qui se passe au niveau de la CNIL, etc. Donc voilà la plateforme qu'on a en démonstration sur notre stand si vous voulez la voir. Et donc là, on a agrégé justement donc, toutes les données d'un écosystème
interfacée avec la CRM de l'entreprise. Donc on a plus de 800 clients, 40 concurrents qui sont structurés sur cette plateforme. Et on vient crawler toute la data autour du LinkedIn, des réseaux sociaux en général, ça pourrait être Twitter aussi, de leur site web et des sites de presse spécialisés. Donc on est sur une plateforme SaaS, le client, on lui agrège complètement ces contenus-là. Sur cet écosystème, ça correspond à plus de 80 000 contenus. Personne, même dans tous ceux qui portent l'expérience client de cette société, ne lira ces 80 000 contenus, c'est évident. De manière éparse, tout le monde va lire des petites choses, mais personne ne lira jamais ça. Donc il faut que l'IA l'aide. Aide ce collaborateur, aide cette personne qui doit écrire un article sur le site web, ou qui doit faire une veille concurrentielle, ou qui doit préparer un rendez-vous client. Et donc c'est là où la plateforme elle intervient, où on structure la donnée en fonction de différentes variables, des variables de zone géographique, des variables marché. Et donc dans ces variables marché, on va voir, et là c'est là où l'IA joue, on va détecter ce qui va être important, c'est-à-dire tout ce qui est business event. Je ne veux pas louper les passations de commandes, je ne veux pas louper les fusions-acquisitions, je ne veux pas louper les levées de fonds. Je veux comprendre où vont mes concurrents ou mes clients, sur quel événement ils veulent aller. Quel profil ils recrutent. Est-ce qu'ils sont sur des processus de recrutement? Donc tout ça s'agrège et donc on est dans des logiques de business event. Et on compare ça période par période. Deuxième typologie d'algo qu'on met en place, c'est des algos qui nous permettent de caractériser. Vous vous souvenez de la petite case qu'on sort du Rubik's Cube là, que je vous montrais? Cette case-là, on a besoin de la caractériser. Donc la tranche marché, on la caractérise avec des critères qui nous permettent de dire, tiens, en ce moment, ça parle de ça sur ce secteur. Pourquoi? Qui? Et donc c'est intéressant, on essaye de suivre un peu ce qui se passe, quelles sont les tendances, quelles sont les recommandations qui peuvent exister. Et puis après, on peut se balader dans la plateforme, donc on a des tendances d'événements, on a des feeds d'actualité, etc. Et on va aller chercher de l'information. Aïe. Et donc, marché par marché, vous pouvez avoir de l'information qui ressort. Vous pouvez voir ce que font vos concurrents, vos clients. Donc là, vous voyez, il y a tous les clients qui sont ici. Vous pouvez aller voir les concurrents. Vous pouvez voir ce qui se passe sur LinkedIn, le nombre d'itérations qui existent, quels sont les mots-clés qui sont utilisés, quels sont les types d'events qui arrivent, comment sur ce marché aéronautique il est caractérisé. Voilà, on voit que les critères les plus importants, c'est technicité, maturité environnementale, sécurité. Et vous pouvez aller lire tous les contenus autour de ça. L'IA fait le boulot pour vous faciliter la tâche. Vous avez aussi la possibilité de voir ce que font vos concurrents. Donc là, par exemple, si cette société, Orange, Rosenberger, par exemple, on voit qu'ils ont eu des pics sur les 3 derniers mois sur le mot design. Pas sur le mot, sur le critère design, sur tout ce qui se passe autour du design. C'est intéressant. Est-ce que c'est un critère qui correspond à l'attente du marché? Pas sûr. Client par client, si je vais voir, est-ce que c'est des choses qui les intéressent ou pas? On va aller voir chez Latécoère, par exemple, si c'est un critère qui les intéresse ou pas. Et donc là, les 3 critères les plus importants, côté Latécoère, innovation, maturité environnementale, expertise. Il n'y a pas design. Donc on voit qu'en fait, la data est structurée pour fournir de l'information, pour une prise de décision, si possible, éclairée, avec des feeds d'actualité, des tendances. Sur les 6 derniers mois, on voit tous les critères, ces fameux critères, quels sont les pics, de quoi ça parle, pourquoi. Je peux aller voir les articles à l'intérieur, il y a eu un pic ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vais voir tous les articles qui correspondent à ça. On a le contenu, on a le marquage du texte, on a les algorithmes qui bossent et qui détectent ces éléments-là, et qui nous permettent de le structurer et faire des analyses. Donc voilà une des réponses qu'on a chez Namkin. Entre autres, on le voit aussi dans les nuages de mots, par exemple. C'est quoi FTOL? Je ne sais pas. J'ai de l'information dessus. Donc vous pouvez en savoir plus. C'est un produit qui sort dans 2 mois. C'est une plateforme SaaS à destination de tous les porteurs de contact dans l'expérience client, sous format abonnement, avec du service si possible. C'est disponible sur notre stand si vous voulez en savoir plus, si vous rencontrez les personnes de chez nous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Juste une dernière information, on organise aussi un hackathon, justement sur ces nouvelles tendances, nouveaux modèles économiques. Donc vous avez une centaine d'étudiants en partenariat avec l'ESTA, qui est une école à Belfort, et pour laquelle on est partenaire, sponsor de l'école. Et donc on organise ce hackathon où tous les industriels qui ont un projet de réflexion, s'ils ont envie qu'il y ait une centaine d'étudiants qui se penchent dessus pendant 48 heures, ils peuvent venir s'inscrire. Donc on a des informations si ça vous intéresse. Je vous donne plus d'informations, ça a lieu au mois de janvier. Il ne faut pas trop traîner. Merci de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Allez-y, hein, n'hésitez pas s'il y a des questions, on a le temps, hein, c'est la fin de journée, j'ai personne derrière, donc j'avais tout mon temps. Le CXI, c'est ça? Je peux vous laisser une brochure si vous voulez. Donc il s'agit d'un hackathon sur l'expérience client, donc tous les industriels, toutes les sociétés qui s'interrogent sur leur modèle économique, sur leur nouvelle relation client, peuvent venir participer, déposer un sujet, ça suffit, et il y a une centaine d'étudiants par groupe, hein, donc c'est des groupes de 5 ou 6 étudiants qui traiteront ce projet-là.